Bonjour tout le monde, on va commencer le webinaire. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui pour le webinaire sur la PrEP, qui est une stratégie de prévention hautement efficace, comme on le sait. Mon nom est Martine Fortin, je suis coordonnatrice de projet à la COXIDA. Le webinaire d'aujourd'hui, c'est une collaboration avec Katie et je vais laisser Michael Bailey nous en parler un petit peu. Alors, ce webinaire est le premier d'une mini-série de deux. C'est une collaboration entre Katie et la COXIDA. Le deuxième portrait sur les initiatives communautaires qui favorisent l'accès à la PrEP. Et ça aura lieu le 13 juin de 11 h à midi. La PrEP est donc une stratégie de prévention hautement efficace. L'accessibilité s'est améliorée dans les dernières années, mais il reste du travail à faire. On a demandé Riaz Tadel du ministère de présenter à ce sujet pour qu'on ait une compréhension commune de ce qu'est la PrEP et ce qu'elle s'adresse. Alors, sans plus tarder, Riaz Tadel, directeur par intérim de la direction de la prévention des ITSS au ministère de la Santé et des Services sociaux. Merci. Bonjour tout le monde. Merci pour l'invitation pour présenter aujourd'hui. On va commencer. Donc aujourd'hui, je voulais parler un peu pour situer la PrEP par rapport aux autres interventions de prévention. On va parler un peu de l'efficacité, les candidats potentiels pour la PrEP et identifier les stratégies pour favoriser l'accès de différentes façons dans le réseau de la santé. Donc, commençons un peu avec les bases. Donc, qu'est-ce que la prophylaxie pré-exposition? Ben, c'est une intervention biomédicale qui s'adresse aux personnes séronégatives qui ne sont pas infectées par le VIH et qui sont exposées à un risque d'infection. C'est un médicament antirétroviral sur prescription que les gens vont prendre avant l'exposition potentielle et ça fonctionne en bloquant l'entrée du virus et sa multiplication dans le corps. Donc, c'est important de spécifier que c'est vraiment pour les gens qui ont un risque d'exposition parce que c'est quand même une intervention, ben, c'est un médicament, donc c'est pas pour tout le monde. Il faut le prendre quand il y a un besoin. Si les gens n'ont pas vraiment de risque par rapport au VIH, ne sont pas nécessairement candidats à la PrEP parce que premièrement, ils vont prendre un médicament dont ils n'ont pas besoin. Ils vont être impliqués dans un processus médical qui est quand même assez intense de suivi, qu'on va voir plus tard. Puis, ça prendrait beaucoup de gens à mettre sous PrEP pour pouvoir vraiment avoir un effet sur la transmission dans une population. Donc, dans cette optique-là, on va regarder en premier lieu d'où vient cette idée-là de la PrEP. Donc, euh, l'utilisation des médicaments pour prévenir la transmission du VIH a surtout été documentée au début, dans le milieu des années 90, pour prévenir la transmission de la mère à l'enfant pendant la grossesse et l'accouchement. Ensuite, à partir de ce moment-là, il y a eu des études qui ont démontré que on peut, suite à une exposition, que ce soit dans un contexte professionnel ou dans un contexte communautaire, donc dans les relations sexuelles ou d'autres types d'expositions, qu'un traitement post-exposition était efficace pour réduire le risque de transmission. Donc, les personnes prenaient un médicament pendant un mois après leur exposition pour prévenir l'infection. Au début des années 2000, il y a eu des études sur des primates pour voir si on commençait les médicaments avant l'exposition, est-ce que ça fonctionnerait aussi. Puis on savait aussi déjà que ce type de stratégie-là a commencé à apparaître dans certaines communautés, comme la communauté des hommes gays, bisexuels et autres ARSA aux États-Unis, qui semblaient utiliser cette stratégie-là pour prévenir la transmission, donc les gens qui contournaient les médicaments des personnes vivant avec le VIH pour se protéger. Puis, dans ce moment-là, il y avait aussi des études qui ont été commencées dans certains pays en voie de développement, qui étaient très controversées parce que c'était des études surtout qui ont été faites auprès des travailleuses du sexe et qui n'étaient pas super bien organisées.
et qui ont été contestés par des groupes communautaires dans ces pays-là, puis à travers le monde, ce qui a amené un peu leur arrêt. Refonte des protocoles d'études, repenser la façon de procéder. Et il y a eu une première grande étude en 2008 chez les hommes et les femmes hétérosexuels et chez les ARSA. Donc, encore une fois, plusieurs sites dans le monde, ce qui a amené des résultats positifs et il y a eu homologation par l'autorité euh, aux États-Unis en 2012, en même temps que la conférence internationale sur le sida qui se tenait à Washington. À ce moment-là, il y avait au Québec déjà des cliniciens qui prescrivaient la PrEP à des personnes qui sont vraiment exposées à des risques importants, ce qui a amené un travail au niveau du ministère de la Santé de produire un premier avis intérimaire sur la PrEP, qui était le résultat d'une consultation assez large de cliniciens, de chercheurs, d'experts et de personnes représentant des différentes communautés sur comment intégrer cette stratégie-là ici au Québec. À ce moment-là, on n'avait pas assez de données pour faire un avis complet, puis de délimiter quelle serait l'offre de ce type d'intervention au Québec, mais l'avis intérimaire permettait quand même aux médecins de procéder au cas par cas selon la situation des gens, puis selon aussi leur expertise pour pouvoir assurer le suivi de ces patients-là. Il y a eu d'autres essais chez les ARSA et les utilisateurs de drogue par injection qui sont venus confirmer l'efficacité de la PrEP. Et en 2017, Santé Canada a homologué le Truvada, le TDF-FTC, pour utilisation par la PrEP. Et à ce moment-là, il y a eu un guide pour les professionnels de la santé du Québec qui a été rédigé et aussi des lignes directrices canadiennes qui ont été aussi développées. Puis en 2018, je pense au printemps 2018, on a vu l'arrivée des premières versions génériques de ce médicament sur le marché, ce qui a réduit beaucoup les coûts pour la PrEP. Donc, la PrEP, puis je dis PrEP, même si c'est écrit PPRE, donc prophylaxie pré-exposition, l'acronyme en français, mais on a perdu la bataille. J'ai essayé beaucoup de maintenir le pré, mais non, les gens sont habitués à dire PrEP, puis je pense que à un moment donné, c'est l'usage usuel qui domine. Donc, la PrEP est une des composantes des approches biomédicales de la prévention. Donc, on parle du dépistage du VIH, de la prévention de la transmission mère-enfant, le dépistage et le traitement des ITSS et l'utilisation de médicaments antirétroviraux, que ce soit pour traiter les personnes vivant avec le VIH, pour la prophylaxie pré-exposition et pour la prophylaxie post-exposition. Donc, dans ce cadre-là, si on compare les trois stratégies qui sont basées sur l'utilisation des antirétroviraux, la PrEP, bon, c'est des personnes non infectées et à risque. La PPE ou la prophylaxie post-exposition, c'est les personnes qui ont eu une exposition potentielle. Puis le traitement antirétroviral, c'est pour les personnes vivant avec le VIH. La PrEP, c'est avant, la PPE, c'est tout de suite après, puis le traitement, c'est après le diagnostic. Pour la PrEP, c'est une combinaison de deux médicaments dans une seule comprimée. Puis pour la PPE et le traitement, en fait, c'est plusieurs médicaments, donc c'est habituellement 3 ou 4 dépendant des différents régimes. La PrEP, c'est supposé commencer en continu à la demande avant l'exposition, puis il est possible d'arrêter et de recommencer selon la situation de la personne. Pour la PPE, ben, c'est vraiment une période fixe de 28 jours à prendre après l'exposition. Puis c'est possible qu'une personne ait recours à cette stratégie plusieurs fois selon les besoins. Puis finalement, le traitement, ben, quand on commence, on sait maintenant qu'elle doit être maintenue en continu. L'observance à traitement est essentielle pour l'ensemble de ces trois stratégies-là. C'est vraiment le facteur le plus important pour leur efficacité. Le suivi de la PrEP est de 3 mois. Le suivi de la PPE, c'est temps 0 à 2 semaines, 4 semaines et 3 mois. Donc, on s'entend que c'est une courte intervention, mais c'est une intervention intensive. Puis, pour les personnes vivant avec le VIH, ben, le suivi est habituellement aux 3 à 6 mois.
La protection, c'est contre le VIH pour les trois, puis dans les trois cas, ça ne protège pas des autres ITSS. Bon. Puis tout ça fait partie de ce qu'on appelle une approche combinée de la prévention du VIH. Donc, c'est vraiment une approche qui met en place différentes stratégies simultanément et qui fonctionnent de différents niveaux, qui visent le niveau autant individuel que relationnel et structurel pour répondre aux besoins spécifiques des personnes, utiliser efficacement les ressources, établir les priorités et les partenariats nécessaires pour le fonctionnement de ces stratégies et favoriser l'engagement des communautés affectées. Donc, vraiment, les mots-clés ici, c'est stratégique, simultané et plusieurs niveaux. Et cette approche-là permet en fait, où la somme des parties est plus grande, l'effet total est plus grand que la simple somme des parties. Ça crée un effet synergétique pour contrôler l'infection. Donc, le guide pour la PrEP au Québec a été développé avec le comité consultatif sur le VIH et le VHC. C'est le même comité qui rédige les lignes directrices de traitement au Québec. Il y a eu une revue de littérature et des lignes directrices et des études d'efficacité qui ont été faites ailleurs dans le monde et une adaptation pour le Québec. Ça a été entériné par la Direction générale de santé publique et on place l'avis publié en 2013. Il est disponible en ligne. C'est un document, c'est pas très long, mais c'est assez complexe à lire. Ça vise principalement les cliniciens. Donc, c'est quoi le médicament? Ben, comme j'ai dit, c'est un seul médicament homologué au Canada qui est le Truvada, tenofovir disoproxil impricitabine, puis je veux plus dire. Donc, c'est un médicament qui existe depuis 2004 pour traiter les personnes vivant avec le VIH, qu'on connaît déjà, qui a peu d'effets indésirables, dont des versions génériques sont disponibles depuis l'année dernière, et il est accessible à travers les différentes formes d'assurance, mais il faut savoir que si vous travaillez avec des gens qui veulent déménager dans d'autres provinces, ben, la couverture n'est pas la même que celle au Québec. Combien ça coûte? La version commerciale du Truvada coûte à peu près 800 $ par mois, plus les frais de dispensation à la pharmacie. La version générique tourne autour de 220 $ la dernière fois que j'ai vérifié. Ça semble être, le prix semble être stabilisé à ce prix-là. Comme j'ai dit, c'est un médicament qui est couvert par le régime public d'assurance médicaments du Québec et par les régimes d'assurance collectif. En termes de coûts pour le patient, les patients qui sont inscrits au régime public d'assurance médicaments, ben, ils payent leur prime annuelle lors de la déclaration d'impôt provincial qui varie entre 0 et 616 $ dépendant de leur situation financière. Et ensuite, entre 0 et 90 $ par mois selon la situation de l'assuré et le prix de la prescription. C'est sûr que c'est un calcul complexe. Il y a des tableaux sur le site de la RAMQ si les gens veulent voir comment le faire. Mais habituellement, les gens vont payer, s'ils prennent seulement la PrEP, vont payer à peu près 60-70 $ par mois pour la couverture. S'ils ont d'autres médicaments, ils atteignent le maximum, puis là, c'est le même prix partout. Pour le régime d'assurance collective ou privée, c'est variable selon le contrat et les compagnies, mais habituellement, c'est remboursé à 80% du prix du médicament. L'efficacité, ce que je vous dis, c'est ce qui est important à retenir, c'est que la prophylaxie pré-exposition est une stratégie de prévention efficace contre la transmission sexuelle du VIH. C'est une stratégie de prévention qui peut réduire les risques de transmission du VIH dans le contexte de partage de matériel et de préparation d'injections et des drogues. Puis je vais rentrer un peu plus dans les détails dans les prochaines diapos, mais vraiment, elle ne protège pas des autres ITSS. Je vais en parler aussi de ça. Le facteur le plus important pour que la PrEP fonctionne, c'est l'observance. Donc, il faut que la personne ait la bonne dose, qu'elle prenne à la bonne fréquence et à le moment approprié, ce qui implique d'avoir un suivi régulier, voir le médecin, l'infirmière, le renouvellement des prescriptions et avoir aussi les ressources pour renouveler sa prescription et avoir les pilules nécessaires au moment où on en a besoin. En termes d'efficacité, il y a eu plusieurs études au niveau des hommes gays, bisexuels et autres ARSA et les femmes transgenres. Donc, la première étude qui était au niveau d'IPREX, qui a démontré une efficacité de 44%
dans l'analyse générale, mais vraiment l'efficacité a été de 92% quand on s'est concentré sur les personnes qui ont pris leurs médicaments tels que prescrits. L'étude PROUD qui a eu lieu en Angleterre a démontré une efficacité de 86%. Et l'étude Hypergay qui a eu lieu en France et à Montréal a aussi atteint le même niveau d'efficacité pour une dispensation à la demande, donc que les gens prenaient en fonction de leur activité sexuelle. En termes, pour les hommes et les femmes hétérosexuels, il y a eu les études Partner, TDF2, qui ont démontré l'efficacité chez les couples sérodifférents et chez les hommes et les femmes hétérosexuels qui n'étaient pas nécessairement en couple en ce moment-là. Donc, une efficacité de 67 à 75% dans l'ensemble, mais vraiment qui va de 86 à 90% quand on se limite aux gens qui prenaient leurs médicaments qui étaient prescrits. Ces chiffres-là ne sont pas des 100%, ça ne veut pas dire que la PrEP n'est pas efficace. C'est vraiment la moyenne sur les 4747 couples, puis les 1200 hommes et femmes. Ça ne veut pas dire qu'un cas sur 10 de PrEP va échouer, ce n'est pas le cas. D'ailleurs, on voit en ce moment que depuis 2012, l'introduction de la PrEP, il y a eu à dernier décompte 5 cas d'échec de la PrEP à travers le monde chez des personnes qui prenaient vraiment leurs médicaments. C'était des cas vraiment particuliers où les gens ont été exposés à des virus qui étaient résistants aux deux médicaments, aux deux molécules qui sont dans le Truvada, qui sont des résistances très, 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 très rares des gens en partant. Donc, c'était particulier. Il y a eu 2 études auprès des femmes, PrEP et Voice, qui ont été démontrées non efficaces. Ça, c'était parce que les personnes dans ces études-là ne prenaient pas le médicament. Ça a été démontré par des études ultérieures. On a interviewé les gens, puis il y avait vraiment une méconnaissance, puis des problèmes de protocole dans les études, et surtout aussi des gens qui contournaient les médicaments dans cette étude-là pour les donner à des personnes vivant avec le VIH. Qui n'avaient pas accès à des traitements dans ces lieux-là. Il y a eu une étude auprès des utilisateurs de drogue par injection qui a été faite à Bangkok, en Thaïlande. C'était une étude un peu controversée. Premièrement, ils utilisaient le TDF, donc un des 2 molécules qui était dans le Truvada, à des sujets de 2413 personnes. L'efficacité dans l'ensemble, c'était une réduction de 50% du risque de transmission. Puis chez les patients qui prenaient vraiment leurs médicaments, elle était de 74%. Je dis c'est un peu controversé parce que, en fait, à Bangkok, en Thaïlande, il n'y a pas de programme de distribution de seringues. Il n'y a pas accès à des seringues neuves pour les utilisateurs de drogue par injection. C'était une étude aussi où on obligeait les gens à se présenter assez souvent dans les sites de l'étude. Et donc, ce qu'on sait, c'est qu'il y a un potentiel de réduction du risque de transmission. Il n'est pas clair aussi si c'est associé à une réduction de la transmission sexuelle, parce que les participants avaient aussi des relations sexuelles, certains étaient impliqués dans le travail du sexe. Donc, c'est pas très clair d'isoler l'effet de la PrEP sur la pratique spécifique des partages de matériel d'injection. Pourquoi la PrEP ne fonctionnait pas dans ces études-là? Encore une fois, la cause principale, c'est une prise inadéquate des médicaments. La deuxième fois, les échecs, c'était, bon, la PrEP a été commencée, c'est quelqu'un qui était déjà séropositif pendant la période fenêtre de test. Donc, quand on avait fait le test, il y a eu un résultat négatif, mais la personne avait déjà séroconverti. Puis, comme j'ai dit, l'exposition à des souches résistantes au TDF-FTC. Effet indésirable du médicament, il y avait peu de différence entre les groupes traitement et les groupes placebo dans les études. Donc, souvent, les effets secondaires, c'est ce qu'on voit régulièrement avec les médicaments, nausées, douleurs abdominales, étourdissement, qui, après quelques semaines, le corps commence à s'habituer, puis il n'y a plus de problème. Chez une minorité de personnes, il y avait une faible augmentation de la créatinine, une faible baisse de la densité osseuse. Donc, la créatinine, c'est en lien avec la fonction des reins.
Puis la densité osseuse, c'est vraiment euh, des baisses très, très faibles dans les études. Puis ces deux situations-là, encore une fois, qui sont chez une minorité de personnes, étaient réversibles quand les gens arrêtaient de prendre la prise de médicaments. Donc, ils reprenaient leur état, je ne veux pas dire normal, mais de base, oui, c'est ça, leur baseline après. Donc, ce n'était pas des séquelles qui restaient à long terme. La résistance, donc une autre question, quand on a commencé, quand la PrEP a été vraiment distribuée et a commencé à être offerte comme stratégie de prévention, c'est est-ce que ça va causer des résistances aux antirétroviraux? Il y a eu une méta-analyse de l'ensemble des études donc, qui ont été faites, puis sur 7000, presque 8000 participants, on a décompté 247 infections au total, puis parmi ces infections-là, il y avait 5 cas de résistance aux médicaments qui ont été développés. Donc, c'est très, très, très rare. Puis en fait, la raison principale, c'est que la PrEP a été commencée chez une personne qui a déjà séroconverti, puis qui n'est pas apparue sur le test de dépistage. Puis c'est pour ça que c'est important de de faire régulièrement des tests de dépistage quand la personne est sous PrEP, parce que juste le Truvada n'est pas assez pour traiter le VIH, puis traiter le VIH juste avec le TDF-FTC augmente le risque pour les résistants. Donc, à qui donner la PrEP? Première chose à retenir, c'est que la PrEP est un élément d'une stratégie de prévention qui inclut le counseling sur les pratiques sexuelles plus sécuritaires, dont l'utilisation du condom et le dépistage et le traitement des ITSS, puis aussi, je dirais, un counseling sur la consommation de drogue et l'utilisation de toutes les méthodes de réduction des méfaits, que ce soit drogue avec ou sans injection. Donc, généralement, la PrEP, on dit, n'est pas recommandée aux couples stables et exclusifs, monogames, homosexuels ou hétérosexuels, quand les deux partenaires sont séronégatifs, donc quand il n'y a pas vraiment de risque d'exposition, ou quand le partenaire séropositif prend un traitement et a une charge virale de moins de 200 copies par millilitre, mesurée par des analyses consécutives de laboratoire tous les 4 à 6 mois. Donc, là où on estime que le risque de transmission est vraiment zéro. Donc, ça, c'est quand la personne répond à ce qu'on appelle le I égale I dans le milieu. Pour les ARSA et les femmes transgenres, bon, c'est ce qui implique la majorité des gens ici au Québec parce que c'est le groupe le plus touché par le VIH dans notre contexte. Donc, on dit que les personnes séronégatives qui ont des relations anales non protégées dans les 6 derniers mois devraient être conseillées et évaluées pour la PrEP. Donc, ça, c'est quand la personne voit son médecin ou une infirmière pour un dépistage, puis mentionne avoir eu des relations anales sans condom. Donc, si la personne répond à ça et à au moins une des autres critères, relation sexuelle avec un partenaire séropositif à risque, c'est-à-dire qui ne répond pas aux prérequis de charge virale indétectable pendant au moins 4 à 6 mois suite à un traitement. Les personnes qui ont une syphilis ou une TSS bactérienne au niveau de l'anus sont à très haut risque, en fait, d'attraper le VIH. Puis il y a eu des estimations qui ont été faites ici, puis au Canada, puis aussi aux États-Unis qui démontraient que le risque augmentait de 2 à 3 fois que ces personnes-là se reconvertissent au VIH dans les 12 prochains mois. Donc, c'est vraiment un sous-groupe de la population qui est avisé avec la PrEP et d'autres stratégies de prévention. Les gens qui ont déjà utilisé plus qu'une prophylaxie post-exposition, les gens qui consomment de drogue dans le contexte de relations sexuelles, puis les personnes qui ont plusieurs partenaires dans les 6 derniers mois, donc 2 partenaires ou plus. Donc là, la PrEP serait recommandée. On a beaucoup discuté de l'effet de la PrEP sur les pratiques sexuelles des hommes gays et des ARSA. Donc, est-ce que les gens vont utiliser moins le condom, utiliser plus le condom, continuer les pratiques? Ben, en fait, dans les études qui ont été faites dans les pays comme aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Angleterre, ont démontré que tous les
figure ont été observés, puis il n'y en a pas un qui se démarque des autres. Donc, il y a des gens qui vraiment ont maintenu le même niveau de relation en sans condom. Ils le faisaient avant, puis ont continué à le faire après. Il y a des ARSA qui ont vraiment choisi de prendre la PrEP pour réduire leur utilisation de condoms dans leur contexte, que ce soit socio-sexuel, puis d'autres personnes qui, en utilisant la PrEP, ont en fait augmenté leur utilisation du condom. Donc, tous les cas de figure existent dans ce contexte-là. En ce qui concerne les ITSS, qui est l'autre grande question par rapport à la PrEP, donc oui, on observe une augmentation des ITSS, puis on observe quand même un haut taux d'infection transmissible sexuellement chez les ARSA qui prennent la PrEP. Mais la tendance à la hausse des ITSS a commencé avant que la PrEP soit sur le marché et soit disponible comme stratégie. Le dépistage régulier qui est associé à la PrEP à tous les 3 mois fait en sorte qu'on est capable de déceler les infections plus rapidement, précocement et de traiter les gens et briser les chaînes de transmission. Puis, il y a un sous-groupe d'ARSA qui sont vraiment à haut risque pour les ITSS. Puis, c'est les gens qu'on vise avec la PrEP. Donc, c'est ce qu'on voit. Par exemple, il y a eu une étude récente en Australie où ils ont vraiment fait un déploiement assez majeur de la PrEP. Et ils ont découvert que sur une période de 2 ans, ben, 91% des personnes il y a eu une incidence de 91% d'ITSS dans la cohorte de l'étude. Donc, 91 cas pour chaque 100 personnes dans l'étude. Par contre, si on regarde plus finement, la moitié des gens dans l'étude n'avaient eu aucune ITSS dans les 2 ans. Le quart avait eu juste une ITSS pendant les 2 ans. Puis c'est vraiment le quart des personnes qui ont eu l'ensemble des autres ITSS. Donc on parle d'une minorité de personnes qui sont dans j'imagine, un réseau sociosexuel assez dense, assez intense, où il y a une circulation d'infection. Ça, c'est vraiment pas un jugement sur le comportement des gens, mais faire entrer une infection dans un réseau sociosexuel dense, par définition, augmente les risques. Puis, c'est vraiment ces gens-là, c'est les parfaits clients pour la PrEP. Donc, puis on est capable de les joindre et de traiter pour les ITSF. Puis c'est ce qu'on voyait aussi un peu dans une étude à Montréal au niveau de la clinique actuelle. C'était vraiment une minorité de gens qui avaient la majorité des infections. Puis le CDC a même établi que le fait de tester les gens aux 3 mois permettait de déceler les infections plus rapidement et de réduire éventuellement la transmission. Donc, briser les chaînes de transmission était efficace à travers l'intervention. Donc, effet sur les pratiques à risque, pour résumer, pour certaines ARSA, ça va remplacer l'utilisation de condoms comme stratégie principale de prévention du VIH. La PrEP est efficace, puis n'entraîne pas d'augmentation de l'incidence du VIH. Certaines ARSA qui ont des partenaires multiples vont continuer d'être à risque pour d'autres ITSS. Il ne faut pas oublier aussi que la transmission des ITSS se passe aussi pas juste par les relations anales. Puis un suivi de la PrEP permet de détecter les infections rapidement et potentiellement briser les chaînes de transmission. Pour les autres populations, dans le cas des couples hétérosexuels sérodifférents, ben, c'est sûr que si le partenaire séropositif n'a pas commencé son traitement ou a commencé son traitement mais n'a pas encore de charge virale consécutive en bas de 200 copies dans un espace de 4 à 6 mois, la PrEP serait recommandée pour le partenaire séronégatif dans ce cas-là. Puis, pour les personnes qui envisagent d'avoir un enfant et qui veulent le faire dans le contexte de leur relation, la PrEP pourra être une option pour eux pour gérer les risques dans ce contexte-là. Pour les femmes et les hommes hétérosexuels qui ont des relations avec plusieurs partenaires, peu importe le contexte, ben, une évaluation du cas par cas est possible, puis la PrEP, on dit, peut être envisagée. C'est la même chose pour les personnes qui n'utilisent pas régulièrement le condom, qui ont des partenaires de statut VIH ou inconnus, ou qui ont des partenaires qui appartiennent au groupe à risque, au groupe séroconcerné par le VIH.
Donc, en fait, pour avoir accès à la PrEP, il faut être exposé à un risque, puis il faut discuter de ce risque-là avec le professionnel de la santé. Puis il ne devrait pas avoir un problème d'accès dans ce contexte-là. Pour les personnes utilisatrices de drogue par injection, ben, c'est ça là, que la PrEP peut être envisagée. Il faut voir avec la personne, premièrement, de bien comprendre que l'efficacité est limitée. La démonstration de l'efficacité est limitée en ce qui concerne le partage de matériel d'injection, mais ces personnes-là ont aussi, j'imagine, des relations sexuelles. Et donc, c'est une protection qui peut être faite. Il faut s'assurer du suivi, donc qui est important, et de travailler avec les gens par rapport à l'observance au traitement, mais il n'y a pas vraiment de contre-indication de prescrire ça pour les personnes qui utilisent des drogues par injection. Donc, c'est quoi le traitement recommandé? Pour l'ensemble des populations, le traitement recommandé, c'est un comprimé une fois par jour de TLDF-FTC. Et pour les ARSA, il y a une option de plus qui est juste pour les ARSA, qui est l'option à la demande. Puis là, je l'ai mis comment il faut le prendre. Ce n'est pas nécessairement simple. Il y a des schémas pour aider la personne à choisir comment le faire. Essentiellement, il faut prendre 2 comprimés en une shot, 2 à 24 heures avant la première relation sexuelle, et ensuite prendre une comprimée à tous les jours jusqu'à 2 jours après la dernière relation sexuelle. Puis si l'activité sexuelle reprend entre 1 et 6 jours. Donc, ça a l'air compliqué, puis c'est quelque chose qu'il faut vraiment bien expliquer aux gens. Mais ce que j'entends beaucoup de la part d'infirmières, de cliniciens et même d'intervenants communautaires, que les personnes qui choisissent cette façon à la demande sont capables de le faire. Puis en fait, dans les études, dans Hypergay, d'ailleurs, on a démontré que les gens qui ont choisi de le faire ont été capables de vraiment suivre ça. Ça pourrait être une option, par exemple, pour les personnes qui n'ont pas régulièrement des relations sexuelles ou qui, par moment, vont partir en voyage ou participer à une activité qui les expose à un risque, mais que ce risque-là n'est pas présent pour eux ailleurs. Puis, ça fait moins de médicaments à prendre, ça peut coûter moins cher et tout ça. Euh, Pourquoi seulement pour les ARSA, en fait, c'est que le délai d'action de la PrEP a été démontré vraiment au niveau des tissus de l'anus. Donc, pour les relations anales chez les ARSA, on est capable de confirmer que prendre 2 pilules 2 heures jusqu'à 24 heures avant est assez pour que la concentration du médicament soit suffisante pour les relations anales. Euh, ça dépend aussi, puis il faut vraiment le rappeler, c'est que ce n'est pas juste les pilules avant, mais les pilules après sont super importantes aussi. Donc, il faut que la personne continue à prendre les pilules après pour que ça fonctionne. Tandis qu'en continu, quand on prend une pilule à la fois, ben, c'est 4 à 7 jours pour les ARSA pour s'assurer que le médicament est bien installé dans les tissus. Puis pour les hommes et les femmes hétérosexuels, ben, c'est plus que 7 jours, donc à partir de la 8e journée. Ça, c'est parce que la concentration du médicament est plus lente dans les tissus vaginaux. Donc, qu'est-ce que ça implique? Un bilan initial, la première fois que la personne va rencontrer son médecin, il va y avoir une évaluation, pardon, une offre de dépistage du VIH et des autres ITSS selon les indications, d'autres tests en termes de fonction rénale et des tests de sang pour s'assurer que la personne est vraiment physiologiquement en état pour prendre le médicament. Puis elle va recevoir une prescription pour 1 mois, 30 jours, vraiment très non renouvelable. C'est très important parce qu'une visite de suivi est nécessaire 1 mois plus tard où on va faire une double vérification pour être sûr que la personne n'a pas une infection par le VIH qui n'a pas été détectée par le test. Les tests de dépistage pour les autres ITSS aussi. La créatinine, comme j'ai dit, pour la fonction rénale et le counseling pour s'assurer que ça a bien été, la personne se rappelle de prendre ses médicaments, elle a les outils nécessaires pour négocier ses pratiques sexuelles, elle s'habitue à cette nouvelle réalité, cette nouvelle façon de faire. Ensuite, les suivis sont faits aux 3 mois. Donc là, encore une fois, on maintient la recherche pour la possibilité d'une infection par le VIH, les tests de dépistage pour les ITSS selon les indications.
la créatinine pour la fonction rénale, un test de grossesse s'il y a besoin pour les personnes, pour certaines personnes, puis le counseling et le suivi habituel. Annuellement, il y aura un test de dépistage de l'hépatite C chez les ARSA, puis une analyse d'urine pour vérifier que tout est fonctionnel. Les personnes qui n'ont pas de risque par rapport à la densité osseuse n'auront pas de test, mais il y a un algorithme pour les médecins, pour les personnes qui représentent un risque d'ostéoporose. Certains tests vont être nécessaires dans ce cas-là. Pour arrêter la PrEP, donc qu'est-ce qu'on fait? La personne qui veut arrêter la PrEP, ben, il faut faire un test de dépistage et répéter s'il y a une possibilité d'exposition récente pendant la période fenêtre. Pour les ARSA, ben, il faut prendre la PrEP jusqu'à 2 jours après la dernière exposition qui peut constituer un risque de transmission. Puis pour les autres populations, on recommande de continuer la PrEP 28 jours après la dernière exposition. Ça, c'est parce qu'on n'a pas de données. Et donc, c'est l'idée pour s'assurer le moins de risques possible. Pour les gens qui prennent, par exemple, la PPE, il y a une question, c'était de dire, est-ce que quelqu'un qui prend la PrEP devrait prendre la PPE si elle est exposée à un risque? Ben, la seule raison de prendre la PPE, une prophylaxie post-exposition, c'est que si la personne dit, j'ai pas pris mes médicaments. Donc là, si on établit qu'elle n'est pas protégée, ça peut être une possibilité de prendre la PPE. Puis une personne qui prend la PPE et qui veut continuer en PrEP, ben, le protocole est assez simple. Après le suivi de 28 jours de la PPE, la personne continue à prendre le Truvada et c'est comme si on était au temps zéro, donc on la revoit un mois et ensuite à 3 mois. Comment favoriser l'accès à la PrEP? Bon, comme je dis, une personne qui prend la PrEP sera protégée contre le VIH. Puis pour traduire cette efficacité au niveau individuel, en effet populationnel, il est important de viser les bonnes personnes au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes pratiques. Donc, je fais la promotion de notre supplément au Programme national de santé publique qui s'appelle Joindre, détecter et traiter pour les ITSS. Donc, qu'est-ce que ça pourrait représenter? Donc, pour les directions de santé publique, on peut et les CIUS, donc le réseau de la santé et des services sociaux, faire la promotion de la PrEP, développer et faire connaître l'offre de la PrEP, faciliter la formation des professionnels de la santé, favoriser un accès adapté aux caractéristiques des groupes vulnérables. Certaines places ont décidé de faire des cliniques spécialisées, des plages horaires spécialisées pour la PrEP, d'autres offrent l'accessibilité de différentes façons. Je vous dirais, en ce moment-là, l'accessibilité de la PrEP est très variable dans les régions, puis il y a autant de façons de faire, il y a plus de façons de faire qu'il y a de régions, parce que dans certains secteurs, il y a des régions où il y a un centre urbain, puis une partie beaucoup plus semi-urbaine ou presque rurale. Donc, toutes les façons adaptées à la réalité régionale sont bienvenues. Faciliter les références et les corridors de services, puis collaborer avec les organismes communautaires, puis on va voir comment ça va se faire à la au prochain webinaire, parce que ça a été vraiment un des moteurs qui a facilité l'implantation dans différentes régions au Québec. Les divers intervenants donc, il faut connaître l'offre de la PrEP dans leur secteur et référer les candidats potentiels, en faire la promotion, que ce soit dans des campagnes, des interventions, puis à travers le travail de proximité, puis informer les personnes appartenant au groupe vulnérable et répondre à leurs questions. Pour les professionnels de la santé, c'est offrir la PrEP d'une manière proactive lorsque recommandé dans un contexte de dépistage, particulièrement si diagnostic du TSS, particulièrement si diagnostic du TSS au niveau de l'anus chez une personne gay, bisexuelle ou ARSA. Faire le suivi en suivi de PPE, puis aux partenaires séronégatifs de patients séropositifs. Qu'est-ce qu'on a comme ressources? Donc, il y a une formation en ligne avec crédit de formation continue pour les médecins qui est maintenant en ligne sur le site du Programme national de mentorat en VIH et hépatite. La formation est accessible à tout le monde. Elle est donnée par Dr. Bernard Lessard. Ça, c'était une collaboration avec le programme de mentorat qu'on apprécie beaucoup. Donc, tout le monde peut aller voir la formation, la suivre. Mais les médecins qui désirent avoir les crédits de formation continue, il y a un formulaire à remplir, puis des frais à payer, comme d'habitude pour ces crédits de formation-là.
Il y a des formations spécifiques pour les infirmières, puis une spécifique pour les pharmaciens qui est en développement et qui sera disponible d'ici le mois d'août, on m'a dit. Donc, tout ça, encore une fois, accessible, puis avec frais pour obtenir les crédits, mais les frais ne sont pas obligatoires pour voir la formation. Outils d'information pour le patient. Donc, en collaboration avec le portail VIH-Sida du Québec, on est en train de développer un site Internet promotionnel pour la PrEP qui s'adresse à la population générale. Donc, pas juste pour les ARSA, mais l'ensemble des populations qui peuvent bénéficier de la PrEP. Donc, il va y avoir de la formation sur c'est quoi, une questionnaire d'auto-évaluation de est-ce que la PrEP est pour moi, puis un mémoire pour préparer son rendez-vous avec un professionnel de la santé. Puis aussi du matériel que la personne, le patient, le candidat à la PrEP va pouvoir amener chez son médecin. Si le médecin dit je ne connais pas ça, ben, il va lui dire va sur le site du PNVH, il y a une formation avec crédit de formation continue. Je pense que c'est 1 heure et demie, c'est vraiment pas long. Puis vous allez pouvoir me le prescrire. Donc, des agents multiplicateurs partout pour favoriser l'accès. Des outils pour le clinicien à venir, un aide-mémoire pour l'évaluation et le counseling et des ressources pour référer le patient aux besoins qui seront disponibles sur le site Internet du ministère. D'ailleurs, si vous allez visiter le site, on a un nouveau site depuis quelques semaines, puis il est beaucoup plus aéré, beaucoup moins années 92. Donc voilà, merci. Merci, Yas. Très complet et efficace comme présentation. Je vous invite à poser vos questions dans la boîte de commentaires. On en a déjà reçu une. Il y a une personne qui aimerait savoir si dans les suivis, il y a une suivi de la fonction hépatique ou si la PrEP est métabolisée seulement au niveau rénal. Oh, ça, c'est des questions très cliniques. Une des choses que je ne suis pas rentré dans les grands détails, c'est que pour la PrEP, le TDF-FTC est un médicament qui a un effet effectivement sur le foie. Puis, parmi les tests qui vont être faits au début, c'est ils vont tester la fonction du foie. Puis, les personnes qui ont l'hépatite B, ils ont besoin d'un suivi particulier parce que le TDF-FTC a des effets antiviraux sur l'hépatite B. Donc, c'est juste un suivi particulier qui requiert peut-être une consultation, pas à chaque fois, mais une consultation et un suivi avec un hépatologue, surtout au niveau de si la personne prend la PrEP puis veut arrêter après. Merci. Puis, tu as parlé aussi de différentes initiatives qui peuvent être mises en place pour favoriser l'accès à la PrEP. Est-ce qu'au niveau du ministère, il y a quelque chose de particulier qui s'en vient ou c'est plus au niveau de justement du transfert de connaissances de qu'est-ce que la PrEP, puis après ça, c'est au niveau plus local de pouvoir faire des actions? Ben c'est ça. Nous, on est dans la production d'outils, puis on est dans l'offre de formation, qui pour nous est vraiment l'un des éléments les plus importants, et la promotion qu'on fait avec le portail VIH-Sida du Québec. C'est sûr qu'il y a des initiatives locales qui ont déjà eu lieu, qui sont surtout entre une direction de santé publique, les organismes communautaires, puis les CICIUS. Pour nous, c'est vraiment au niveau régional que ces choses-là s'organisent. Euh, la vision pour le ministère, quand on avait fait la mise à jour du programme national de santé publique pour 2015-2025, c'est que une des portes d'entrée pour la PrEP sont les CIDEP, les services intégrés de dépistage et de prévention des ITSS, qui visent les groupes particuliers en termes d'ITSS. Puis l'idée, c'est que ces services-là qui joignent déjà les populations les plus touchées sont une excellente porte d'entrée. Ça ne veut pas dire que nécessairement il y aura une offre de la PrEP et un suivi, parce que ce n'est pas tous les CIDEP qui ont les médecins et les ordonnances collectives et les corridors nécessaires, mais c'est à travers le CIDEP qu'on voyait souvent la possibilité, qu'on travaille actuellement avec nos CIDEP par rapport à ça. Merci, on a eu plusieurs questions entre-temps. Dans les lignes directrices, on parle des femmes trans, mais est-ce qu'il y a des informations pour les hommes trans à ça aussi?
Oui, c'est une population qui n'a pas été très présente dans les études, malheureusement, donc on a peu d'informations. Mais généralement, les personnes trans, en général, sont reconnues comme un groupe qui est exposé à un risque important de transmission pour le VIH et qu'ils sont candidats pour la PrEP. OK. Et une autre personne demande, en lien avec l'anxiété liée à la peur du VIH et l'utilisation de la PrEP, comment nous positionnons-nous quant à l'éligibilité des personnes? Enfin, une personne qui aurait un haut niveau d'anxiété face au VIH, qui voudrait la PrEP, est-ce qu'il y aurait des lignes directrices particulières face à la prescription? Ben, je pense que les lignes directrices sont, faut que la personne soit exposée à un risque. C'est sûr que je voudrais bien comprendre les personnes qui ont beaucoup d'anxiété par rapport au VIH, mais autant que dans les études, et il y a eu beaucoup de volets qualitatifs d'entrevues avec les gens qui participaient dans les différentes cohortes et les gens qui prenaient la PrEP, qui leur protégeaient contre le VIH, ont ramené régulièrement, on voyait des témoignages pour dire ça a changé ma qualité de vie sexuelle, ça a changé ma relation, ça a changé même la façon que j'interagis avec des personnes séropositives, etc., le plaisir et tout ça. Mais c'est des gens qui étaient exposés vraiment à un risque, puis qui ça. J'ai pas l'impression que donner la PrEP à quelqu'un qui n'a pas vraiment de risque, mais qui vit beaucoup d'anxiété par rapport à la transmission, j'ai pas l'impression que la PrEP va être la réponse. Ça se peut, c'est à évaluer au cas par cas, mais si la personne utilise régulièrement le condom ou met en place déjà différentes stratégies de prévention parce qu'elle est anxieuse par rapport au VIH, l'ajout de la PrEP ne changera pas cette anxiété-là. Il faut peut-être s'adresser à cette question-là d'anxiété. Mhm. Puis à cet effet-là, il y a un groupe ontarien qui a fait des lignes directrices pour les personnes, l'intervention auprès des personnes qui ont un haut niveau d'anxiété avec peu ou pas de facteurs de risque. On a pu les faire traduire avec leur approbation ici à la Coxida. Je devrais pouvoir vous envoyer ça peut-être cet après-midi, sinon la semaine prochaine. Donc, ça donne des pistes d'intervention sur des pistes pour Oui. l'intervention. Puis après ça, ça peut être un outil supplémentaire face à ces personnes-là qui se présentent dans vos bureaux aussi. Une autre personne se demande c'est quoi la définition d'un partenaire à risque dans les indications? Ben, le partenaire à risque, c'est une personne vivant avec le VIH qui ne prend pas son traitement ou qui prend un traitement mais qui n'a pas encore atteint une charge virale en bas de 200 copies sur 2 mesures consécutives. Ou c'est des personnes qui appartiennent au groupe à risque qu'on reconnaît déjà, donc les ARSA, les consommateurs de drogue par injection, les personnes originaires de pays endémiques, etc. Donc, c'est les gens qui sont les plus séroconcernés. Donc, quelqu'un demande un rappel pour savoir ceux qui veulent passer de la PrEP à la PPE. En fait, en tout cas, les personnes qui prendraient la PrEP, à quel moment ça serait indiqué de pouvoir prendre la PPE? Ben c'est ça, la PPE, pour une personne qui prend la PrEP, c'est quand elle ne prend pas la PrEP qu'il faut faire une PPE. Donc, si la personne prend ses pilules régulièrement, si elle est sur l'usage à tous les jours ou a pris la dose nécessaire avant et maintient ses doses après par rapport à l'usage à la demande, elle n'a pas besoin de prendre une PPE. Je crois que quelqu'un demande, est-ce qu'il y a des contre-indications majeures? Est-ce qu'il y aurait des contre-indications majeures à la prescription de la PrEP? Il y en a une, c'est la fonction rénale, donc quelque chose qui est vérifié au début. Ça prend un taux de clairance glomérulaire. Oui, ça. Il y a un test, il y a un test, il y a un score. Il faut avoir un bon score sur ça. Mais comme j'ai dit, c'est les gens habituellement quand ils ont une fonction rénale régulière, normale, il n'y a pas de problème. Une autre question, est-ce que la PrEP devrait être référée aux travailleuses du sexe? Ah, bonne question. Moi, je pense que les travailleurs et travailleuses du sexe qui désirent prendre la PrEP y ont accès. Nous avons décidé
consciemment, puis après consultation avec des représentants de ces populations-là, de ne pas indiquer la PrEP pour les travailleurs du sexe spécifiquement, mais comme vous avez vu, les personnes qui ont plusieurs partenaires font partie des personnes visées par la PrEP. Pourquoi? Parce que on ne voulait pas obliger ces personnes-là à devoir s'identifier comme travailleurs du sexe devant un clinicien ou un médecin ou une infirmière, que ce soit inscrit dans leur dossier pour pouvoir avoir accès à la PrEP. On voulait leur donner le choix. Puis deuxièmement, c'est une stratégie que ces personnes-là peuvent choisir d'avoir autant avec leurs clients, dans leur relation personnelle, aucun ou les deux. Et donc, nous, ce qu'on entend souvent, puis ce que j'aimerais réitérer, c'est que c'est vraiment un choix personnel, puis que les gens doivent faire ce choix-là. Merci. Si vous avez d'autres questions, je vous invite à les écrire dans la boîte de commentaires. Ça vient vraiment enrichir la présentation qui a eu lieu. Je ne sais pas, Michael, si de ton côté, tu en avais. Non, toutes mes questions étaient répondues pendant la présentation. J'en ai une dernière par rapport, c'est ça, l'étude pour les personnes qui consomment des drogues injectables, comme tu dis, Oui. c'est comme une référence. Est-ce qu'il y aurait un projet d'étude au Québec ou ailleurs dans le monde par rapport à cette population-là? Est-ce qu'il y aurait un autre projet d'étude un peu plus, ou fait différemment, disons, avec une méthodologie peut-être plus réplicable qui sera en cours à travers le monde? Oui. Le problème en ce moment, c'est que ce ne serait pas éthique de faire une étude pour étudier l'efficacité. Parce que pour pouvoir faire ça, il faudrait donner la PrEP à des gens et un placebo à d'autres. Et donc, comme on sait que la PrEP réduit le risque, je ne vois pas quel protocole on pourra faire une étude où on offrirait la PrEP à certains utilisateurs de drogue, mais pas à d'autres, dans un contexte particulier. Même le design de l'étude Proud au Royaume-Uni était que certaines personnes commençaient la PrEP tout de suite, puis d'autres ont commencé un an plus tard. Il y a des gens qui ont s'est reconvertis dans le groupe un an plus tard. Donc, ce qui reste à voir maintenant, c'est de voir, j'ai pas entendu de plan d'études ici pour le Québec ou au Canada, mais de voir de mieux comprendre comment offrir la PrEP. Premièrement, c'est quoi la position des utilisateurs de drogue par injection, qu'est-ce qu'ils en pensent. Il y a eu des consultations au niveau des travailleurs du sexe au Canada et ailleurs, des forums. Ces discussions-là ont eu lieu. Il y en a eu aussi au niveau des utilisateurs de drogue par injection, mais j'en ai pas vu au Canada, j'en ai pas vu au Québec. Donc, quelle est la réception de cette stratégie-là? C'est quoi leur intérêt? Est-ce que c'est quelque chose qui leur semble intéressant? Si on est pour offrir ça, c'est quoi le meilleur moyen pour le faire? Merci. Est-ce qu'il y a déjà des outils d'information à distribuer aux usagers ou devrions-nous en créer des feuillets, des cartes ressources, etc.? Hmm. Il y a des brochures sur le site de Kitty, Oui. disponibles en français et en anglais, qui sont excellents, en fait. Donc, vous pouvez les commander puis les utiliser. Il y aura le site web, comme j'ai dit, qui s'appelle, qui sera en ligne d'ici le mois d'août. Sur le site, il va y avoir plein d'informations que les gens vont pouvoir imprimer, mais nous, on n'a pas de plan de produire une brochure québécoise sur la PrEP au niveau du ministère. Puis, une des choses qu'on veut explorer avec le site, c'est quand il va être en ligne, c'est de voir si on peut constituer en fait une liste d'endroits où la PrEP est accessible ou une liste de médecins qui accepteraient d'avoir leur nom sur une liste pour la PrEP et voir si on peut faire une carte de ressources à travers la province. En effet, Katie a un centre de distribution facilement accessible au katie.ca.
Sinon, dépendamment de la région où vous vous trouvez, par exemple, l'organisme Miel Québec a fait un dépliant sur la PrEP avec une carte approximative de la Ville de Québec et les endroits où les gens peuvent se procurer aussi. Donc, il y a différentes initiatives locales. Il y a toujours moyen de contacter peut-être votre organisme communautaire de la région, dépendamment à quel endroit vous vous trouvez. Sinon, quelqu'un demande un rappel de pourquoi la PrEP dans les études n'était pas efficace pour les femmes. C'est pas que c'était pas efficace pour les femmes, c'est que l'étude était mal menée auprès des femmes. Il y a eu des problèmes de protocole et de technique, mais la PrEP est efficace pour les femmes, que si la femme le prend régulièrement. Il faut le prendre à tous les jours, puis l'efficacité est démontrée vraiment un très bon niveau d'efficacité en tant qu'elle prenne à tous les jours, puis c'est ça, ça prend à peu près 8 jours pour commencer à bien fonctionner. Est-ce que vous auriez d'autres questions? Vous avez à peu près 30 secondes pour faire oui, puis après ça, je vais attendre que vous l'écriviez, sinon on va conclure le webinaire. Pendant que quelqu'un peut-être écrit une question ou pas, je vous rappelle que le 13 juin prochain, de 11h à midi, on va avoir une deuxième partie sur la PrEP. C'est différents organismes communautaires. On va avoir Réseau ici à Montréal, Miels Québec et Bras Outaouais en partenariat avec Max Ottawa. On va parler de différentes initiatives qui ont pu mettre en place pour favoriser l'accès à la PrEP. Voilà. Donc, je vous invite à vous inscrire. Il reste, on a pas mal atteint notre. Il affiche presque complet, donc je vous invite à vous inscrire rapidement si ce n'est pas déjà fait. Et je vois qu'il n'y a pas nécessairement d'autres questions, c'était très clair. Et puis, les questions supplémentaires ont bien, je pense, ont permis de bien couvrir le sujet. Donc, merci beaucoup, Rias, pour la présentation. Merci à Michael pour le partenariat. Merci à vous d'avoir été présent et merci à Michel pour votre équipe au soutien technique. Donc, je vous souhaite un bon après-midi.